Le 13 décembre 1945, à la prison militaire de Hamelin, Irma Grese, la gardienne des SS la plus redoutée d'Auschwitz, fut exécutée sur ordre britannique après avoir été condamnée lors du procès de Belsen. Elle avait 22 ans. Le bourreau Albert Pierrepoint décrivit Grese comme l'une des personnes les plus sereines qu'il ait conduites à l'échafaud. Son exécution marqua la fin visible du premier grand procès pour crimes de guerre mené par les autorités militaires britanniques après la capitulation allemande. À Lunebourg, le tribunal jugea simultanément 44 accusés parmi le personnel de Bergen-Belsen et Auschwitz, pendant lesquels témoignèrent plus de 90 survivants. Sa famille disparut des archives aussi rapidement. Son père Alfred, fonctionnaire du parti à Wrechen pendant 8 ans, resta dans la zone soviétique. Hélène, sa sœur aînée, s'était rendue à Lunebourg pour témoigner, et ses frères avaient à l'âge exact que le Volkssturm recherchait dans les routes d'évacuation. Voici l'histoire de ce qui se passa à l'intérieur de la famille Grese. Une maison marquée par la mort prématurée de la mère, l'autorité politique du père et un silence familial devenu encore plus lourd lorsqu'elle revint en uniforme des SS. Pourquoi une gardienne si jeune se retrouva-t-elle parmi les condamnés à mort? Comment réagit sa famille lorsque Irma revint transformée en gardienne de la Schutzstaffel? Et pourquoi la famille Grese disparut-elle juste après la guerre? Qu'est-ce que le procès de Belsen a établi et pourquoi Irma Grese a-t-elle été exécutée? Le 13 décembre 1945, le bourreau Albert Pierrepoint entra dans la cellule numéro 1 de l'aile d'exécution de la prison militaire de Hamelin, accompagné d'une chaîne d'assistants et d'un protocole conçu par le gouvernement britannique pour minimiser le temps entre l'entrée et la mort. Le processus stipulait que le condamné ne devait pas savoir exactement quand l'équipe d'exécution arriverait, afin qu'il ne puisse pas se préparer psychologiquement. Depuis le moment où Pierrepoint franchissait le seuil de la cellule jusqu'à l'action de la trappe, l'ensemble du processus ne devait pas dépasser 10 secondes. Avec Irma Grese, âgée de 22 ans, le processus dura moins de 7 secondes. Lorsque Pierrepoint lui lia les mains et la conduisit vers la trappe, Grese prononça un seul mot en allemand. « Schnell » rapide. Pierrepoint mentionna ce détail dans ses mémoires, précisant qu'il avait exécuté environ 433 personnes au cours de sa carrière, de 1931 jusqu'à sa démission volontaire en 1956. Parmi celles-ci, 200 étaient des personnes exécutées après-guerre, la plupart condamnées pour des crimes de guerre dans les zones britanniques d'occupation en Allemagne et en Autriche. Il précisa spécifiquement que Grese fut la personne la plus sereine qui les conduit à la trappe. Ce même jour, dans le même établissement et selon le même protocole, Pierrepoint exécuta Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann. Volkenrath, âgée de 31 ans, avait occupé le poste d'Oberaufseherin, surveillante en chef, à Auschwitz-Birkenau et Bergen-Belsen, le rang le plus élevé dans la hiérarchie des femmes gardiennes du système des camps. À ce poste, elle supervisait directement le travail des gardiennes subordonnées, établissait les normes de discipline interne applicables au secteur féminin et participait à la sélection des prisonnières sur la rampe d'Auschwitz-Birkenau. Plusieurs témoignages devant le tribunal de Lunebourg l'ont identifiée comme étant celle qui dirigeait personnellement les sélections dans le secteur féminin durant les périodes de fort afflux, notamment en été 1944, pendant la phase de déportation massive des Juifs hongrois, où des milliers de personnes pouvaient être arrivées en un seul transport. Bormann, âgée de 52 ans, avait exercé son service à Bergen-Belsen, et les survivantes du camp l'avaient spécifiquement identifiée pour sa pratique d'utiliser ses chiens alsaciens comme instrument de violence contre les prisonnières. Une caractéristique qui, dans le jargon interne du camp, lui avait donné une dénomination spécifique parmi les détenus. Les 3 femmes avaient été condamnées par le même tribunal dans le même procès et exécutées le même jour par le même bourreau. Grese fut la plus jeune des 3 et la femme exécutée à l'âge le plus bas sous juridiction militaire britannique au cours du XXe siècle. Le procès qui aboutit à ces exécutions avait commencé le 17 septembre 1945 dans le bâtiment de l'école d'artillerie de Lunebourg, transformé en siège du tribunal militaire par les autorités du 2e armée britannique. Bernie Ficklin présidait le tribunal, composé de 5 officiers militaires sans formation juridique spécialisés, assistés par le juge-avocat Stirling en tant que conseiller juridique.
La décision de juger simultanément 44 accusés fut une solution pratique à l'impossibilité logistique de tenir 44 procès individuels dans le temps imparti avant que les témoignages des survivants, dont beaucoup étaient dans un état de grande fragilité physique, ne se détériorent avec le temps ou deviennent inaccessibles en raison du décès des témoins. Le système d'accusation conjointe permettait également que les témoignages d'un même survivant soient évalués vis-à-vis de plusieurs accusés en une seule intervention, ce qui réduisait la charge des comparutions pour des personnes dont l'état physique rendait cette charge particulièrement lourde. Le procès de Belsen fut le premier grand procès pour crimes de guerre instruit par les autorités militaires britanniques après la capitulation allemande, et le premier au monde occidental à juger de manière systématique le comportement du personnel d'un camp de concentration, incluant hommes et femmes dans le même procès. Le procès de Nuremberg contre les principaux dirigeants du régime nazi, qui commença le 20 novembre 1945, 3 jours après que le tribunal de Lunebourg ait rendu ses verdicts, bénéficia d'une plus grande visibilité internationale, mais celui de Lunebourg le précéda chronologiquement et établit des précédents juridiques concernant la responsabilité individuelle du personnel subordonné dans des structures de commandement exécutant des crimes systématiques qui influencèrent les procédures des procès suivants. La règle 8 des régulations de Genève n'exonérait pas de responsabilité le personnel exécutant des ordres manifestement illégaux. Cette interprétation fut l'un des éléments doctrinaux adoptés par le tribunal de Nuremberg et les tribunaux militaires américains lors des procès de Dachau dans les mois qui suivirent. Le procès accumula les témoignages de plus de 90 survivants lors de 54 jours d'audience, répartis entre le 17 septembre et le 17 novembre 1945. Les témoins comparurent principalement depuis des hôpitaux ou des centres de récupération établis dans la zone d'occupation britannique. Ils décrivirent devant le tribunal des faits précis. Les noms des gardiennes qu'ils pouvaient identifier par des traits physiques spécifiques, taille, couleur des cheveux, type d'uniforme, objets caractéristiques qu'elles portaient, des dates approximatives d'incidents particuliers liés à des événements internes du camp que d'autres témoins pouvaient également dater, des localisations spécifiques au sein des installations et des procédures appliquées par le personnel des SS lors des comptages, des sélections et des punitions des prisonnières ne respectant pas les règles de travail ou de comportement établies. Parmi les 44 accusés, le tribunal condamna à mort 11 d'entre eux. 19 furent condamnés à des peines de prison allant de 1 à 15 ans. 14 furent acquittés faute de preuves suffisantes. 2 des condamnations à mort furent commuées en peine de prison lors de l'examen des sentences capitales effectuées par le commandement militaire britannique avant leur exécution. Les 9 condamnations à mort confirmées furent exécutées le 13 décembre 1945 à Hamelin. Parmi les condamnés et exécutés ce jour-là figurait Joseph Kramer, le commandant de Bergen-Belsen, qui avait dirigé le camp durant sa phase la plus meurtrière, et Franz Hössler, un officier des SS ayant servi à la fois à Auschwitz et à Bergen. Peter Weingartner, Hans Kraft et Wilhelm Dor complétèrent la liste des hommes exécutés ce jour-là. Les 3 femmes, Grese, Wolkenrath et Bormann, furent exécutées dans la même enceinte le même jour. Irma Grese comparut devant le tribunal pendant des semaines sans manifester aucune réaction visible au témoignage. Les survivantes qui témoignèrent l'identifièrent systématiquement par 2 traits physiques, les cheveux blonds et le fouet, un fouet de cavalier qu'elle portait régulièrement pendant ses rondes, et par une 3e caractéristique confirmée par plusieurs témoignages indépendants, la tendance à sourire lorsqu'elle exerçait son autorité sur les prisonnières. Lorsque le procureur lui posa des questions directes sur sa conduite, elle répondit de manière précise et sans élaborer de réponse défensive. Elle admit avoir frappé des prisonnières. Elle expliqua que cette conduite répondait aux normes de discipline interne que le système des camps appliquait de manière standardisée, et qu'elle avait agi dans les limites définies comme acceptables par ses supérieurs. Concernant sa position sur la responsabilité du commandement au sein du système, elle affirma devant le tribunal que Himmler était responsable de tout ce qui s'était passé, mais ajouta qu'elle supposait être aussi coupable que ceux qui avaient été au-dessus d'elle. Elle ne remit pas en question l'autorité du tribunal pour la juger et ne demanda aucune forme de clémence dans le processus de révision de sa sentence.
Pendant les semaines que dura le procès, une personne se rendit à Lunebourg dans le but spécifique de témoigner en tant que témoin de la défense. Hélène Grèze, la sœur aînée d'Irma, âgée de 20 ans. Hélène ne fut pas convoquée par le procureur et ne figurait sur aucune liste de témoins liés au crime jugé. Sa présence répondait à une initiative personnelle, à la décision de se rendre au tribunal pour apporter la seule dimension du cas que aucun autre témoin ne pouvait couvrir. L'histoire de la personne qui existait avant que le système des SS ne produise la gardienne. Le contenu de son témoignage se structura autour de 3 éléments. Les circonstances de la mort de sa mère en janvier 1936, le comportement d'Irma pendant son enfance, qu'Hélène décrivit devant le tribunal comme une personne qui fuyait les conflits physiques et se retirait des disputes plutôt que d'y participer, et l'état d'ignorance dans lequel la famille était restée concernant les véritables fonctions d'Irma au sein du système des camps, jusqu'à ce que la presse publie la nouvelle de son arrestation en avril 1945. Le tribunal écouta le témoignage sans que celui-ci ne modifie l'appréciation de l'ensemble des preuves accumulées pendant 54 jours d'audience. La condamnation à mort fut prononcée le 17 novembre. Depuis la prison de Hamelin, pendant les semaines qui s'écoulèrent entre la condamnation et l'exécution, Irma Grèze écrivit une lettre à Hélène. Le texte, conservé dans les actes du procès, contenait l'affirmation que ni l'une ni l'autre n'avaient perdu leur sérénité, qu'elles étaient restées allemandes sans montrer de faiblesse, et qu'Irma avait accepté le résultat du procès sans intention de demander une clémence. Le 13 décembre 1945, Pierre Point entra dans la cellule à 9 heures du matin. Les restes d'Irma Grèze furent enterrés à l'intérieur du complexe de la prison de Hamelin, sans marque identifiable, dans une fosse commune avec les autres 8 condamnés exécutés ce jour-là. La procédure standard de l'administration pénitentiaire militaire britannique pour les condamnés pour crimes de guerre ne prévoyait ni la remise du corps aux familles, ni l'information de la localisation des restes. Hélène ne reçut aucune communication officielle. Il n'existe aucun lieu physique où un membre de la famille Grèze aurait pu se rendre après le 13 décembre 1945 avec la certitude de trouver un signe identifiant les restes d'Irma. Mais le procès de Belsen ne pouvait pas répondre à une question essentielle. Avant Auschwitz, Irma Grèze n'était qu'une fille d'une petite famille rurale allemande. Pour comprendre comment elle en est arrivée à Hamelin, il faut revenir à l'endroit où tout a commencé, un village nommé Vrechen. De quel environnement familial et social Irma Grèze est-elle issue avant la guerre? Vrechen était un village du district de Rostock, dans la région historique de Mecklembourg, comptant 175 habitants lors du recensement de 1933. L'économie du village était principalement axée sur l'agriculture sèche et l'élevage laitier. Vrechen était un village du district de Rostock, dans la région historique de Mecklembourg, comptant 175 habitants lors du recensement de 1933. L'économie du village était principalement axée sur l'agriculture sèche et l'élevage laitier, qui constituaient l'activité dominante dans cette zone de la plaine du nord de l'Allemagne. La composition sociale de Vrechen était homogène. Petits propriétaires agricoles et travailleurs des exploitations environnantes. Le réseau de routes secondaires reliant Vrechen aux villages voisins n'était pas suffisamment dense pour intégrer le village de manière fluide dans les circuits de mobilité de la région, ce qui signifiait que ses habitants dépendèrent largement du marché du travail local et que les opportunités de formation spécialisées pour les jeunes étaient limitées. Alfred Grèze travaillait comme fermier laitier dans une exploitation de taille moyenne. L'exploitation dépendait du travail des membres de la famille pour son fonctionnement quotidien, ce qui plaçait les Grèze dans la catégorie socialement définie à l'époque comme petits propriétaires ruraux, un groupe intermédiaire qui constituait la base démographique du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Le parti avait construit sa base électorale rurale sur ce groupe au cours des années 1920 et du début des années 1930, en appelant à la combinaison de la propriété menacée par les dettes, l'identité communautaire face à la modernisation urbaine et le ressentiment envers les pouvoirs financiers que la propagande nazie identifiait à la figure du juif. En Mecklembourg, comme dans le reste de l'Allemagne rurale protestante du Nord, le parti avait obtenu des résultats électoraux supérieurs à la moyenne nationale, avant même que Hitler accède à la chancellerie en janvier 1933. Alfred Grèze rejoignit le parti en 1937, 4 ans après le début du régime, et fut désigné Ortsgruppenleiter de Vrechen.
Ce rang était le plus bas dans la structure territoriale du parti. Au-dessus se trouvait le Zellenleiter, le Blockleiter pour les unités inférieures, ainsi que les échelons supérieurs de Kreisleiter et Gauleiter. Mais il constituait la cellule de base du système de contrôle politique sur la population civile. C'était le point de contact le plus direct entre l'appareil et les citoyens ordinaires dans leurs activités quotidiennes. L'Ortsgruppenleiter était responsable d'organiser les événements du parti dans sa zone, les appels politiques, les collectes du Winterhilfswerk et d'autres ressources dont l'État en guerre avait besoin. Le poste n'était pas rémunéré. Alfred l'exerçait en complément de son activité de fermier laitier, ce qui signifie que l'adhésion au parti et l'exercice de cette autorité répondaient à une décision de positionnement social au sein de la structure de pouvoir de la communauté et non à un incitatif économique direct. Dans un village de 175 personnes, l'Ortsgruppenleiter était le voisin qui décidait si la conduite du fermier voisin lors de la dernière réunion du parti méritait un rapport au niveau supérieur, si le commerçant local affichait suffisamment le portrait du Führer dans la vitrine, ou si la famille qui n'était pas venue à la dernière collecte du Winterhilfswerk avait besoin d'une visite de rappel. En janvier 1936, Bertha Grez, épouse d'Alfred et mère de ses 4 enfants biologiques, ingéra un pesticide dans le domicile familial. À ce moment-là, Irma avait 12 ans. Otto, le plus jeune des enfants biologiques du couple, avait environ 8 ans. Alfred Junior avait environ 10 ans. Hélène, l'aînée, avait environ 14 ans. Dans un village de 175 personnes, les circonstances de la mort de Bertha Grezé ne restèrent pas privées au sein de la famille, plus que les jours immédiatement après l'événement. Alfred ne demeura pas veuf pendant une longue période. En 1939, il épousa une veuve dont l'identité n'apparaît pas dans les actes du procès avec son nom complet, mais qui apporta au nouveau foyer 4 enfants issus de son mariage précédent. La trajectoire d'Irma Grez entre la mort de sa mère et son intégration dans le système des SS n'a pas été linéaire, ni dictée par une orientation idéologique précoce. En 1938, à 14 ans, elle déposa une demande d'admission dans une école de formation d'infirmières en Mecklembourg. Les institutions de formation d'infirmières dans le Reich nazi fonctionnaient sous l'égide de la Croix-Rouge allemande et du Nationalsozialistischer Volkswohlfahrt, le service de bien-être social du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, et appliquaient à des critères de sélection incluant l'évaluation des antécédents familiaux des candidates, leur état de santé certifié par un médecin agréé, l'appréciation de la loyauté politique de leur foyer et l'accréditation généalogique de la descendance aryenne conformément aux critères de l'Annenpass. La demande fut rejetée. En 1939, à 15 ans, elle déposa une seconde demande d'admission dans une autre institution de formation sanitaire de la région. Cette deuxième demande fut également rejetée. Le marché du travail féminin en Allemagne rurale, à la fin des années 30, offrait des options très limitées aux jeunes filles sans formation spécialisée. Les possibilités de stabilité salariale étaient fondamentalement réduites à 3 catégories. Le service domestique dans les foyers de plus grande capacité économique, l'emploi dans les petites industries locales ou les commerces de la région, et les emplois agricoles saisonniers qui ne garantissaient pas une continuité tout au long de l'année. La formation professionnelle technique dans les métiers féminins reconnus par le système d'apprentissage allemand, couture, confection, commerce de détail, nécessitait un accès à des centres de formation qui, dans de nombreux cas, n'existaient pas dans le rayon de déplacement accessible depuis un village comme Vrechen. La politique du travail féminin du régime nazi avait oscillé entre la promotion du modèle de la femme au foyer dans les premières années du régime et l'intégration massive dans le marché du travail à partir de 1939, lorsque les besoins de l'économie de guerre rendirent insoutenable le maintien de millions de femmes en dehors du marché du travail. Pour une femme de 18 ans en Mecklembourg, sans formation spécialisée et sans les contacts nécessaires pour accéder aux rares postes plus qualifiés disponibles dans les villes, les options étaient étroites. Après le deuxième rejet de sa demande de formation sanitaire, Irma Grezé commença à travailler dans une laiterie de la région, occupant des fonctions qui ne nécessitaient pas de formation spécialisée et dont la rémunération se situait dans la tranche la plus basse du marché du travail féminin de l'époque. Elle travailla ensuite pendant un certain temps dans un commerce local,
avant que la Direction générale des SS ne lance une campagne intensifiée de recrutement d'auxiliaires féminines pour le système des camps. L'expansion accélérée du système entre 1940 et 1942, qui inclut la mise en fonctionnement d'Auschwitz-Birkenau en tant que camp d'extermination à grande échelle, l'extension de Ravensbrück et la création ou l'expansion de multiples sous-camps dans les territoires occupés, avait généré un besoin de personnel de supervision féminin que le recrutement volontaire ne parvenait pas à couvrir. La campagne de 1942 fut une réponse directe à ce déficit. Elle fut orchestrée par les organismes du parti, y compris les Ortsgruppenleiter, et par les annonces dans la presse du Reich, et visait à recruter des candidates parmi des jeunes femmes âgées de 17 à 45 ans, sans formation spécialisée, susceptibles de rejoindre immédiatement avec une période de formation courte à Ravensbrück. Le salaire offert par les SS Gefolge était de 54 Reichsmark mensuels au grade de début, avec possibilité d'ascension selon la performance et l'ancienneté. En 1942, ce montant représentait une rémunération supérieure à celle qu'une jeune femme sans qualification professionnelle pouvait obtenir dans le marché du travail rural de Mecklembourg. L'emploi comprenait le logement dans les installations du camp, l'alimentation à la charge de l'administration des SS et l'uniforme fourni par l'État. Pour Irma Grese, qui avait 18 ans, cela représentait la seule option disponible dans le cadre institutionnel du Reich pour une jeune femme sans qualification qui souhaitait accéder à un emploi avec un salaire régulier, un logement et un lien avec une structure d'État. Dans le prochain bloc, nous vous expliquons comment cela s'est produit. Que faisait Irma Grese à Auschwitz-Birkenau et comment fonctionnait le plus grand complexe de camps du Reich? À l'automne de 1942, Irma Grese fut affectée au camp de concentration de Ravensbrück, situé dans l'état de Brandebourg, sur la rive sud du lac Schwedt, à 90 km au nord de Berlin. Ravensbrück avait été établi comme le seul camp de concentration du système conçu et géré spécifiquement pour les détenues féminines. Il fonctionnait à la fois comme un camp opérationnel avec une population permanente de prisonnières et comme un centre de formation pour les gardiennes qui seraient ensuite envoyées dans d'autres installations du système. Les Officerinnen qui passaient par Ravensbrück recevaient là les bases du protocole de supervision que les SS appliquaient de manière standardisée, les procédures des appels, les recensements du matin et de l'après-midi qui pouvaient durer des heures quelle que soit la météo, les mécanismes de discipline interne et les instruments de punition sanctionnés par le règlement. Le système de récompense que le personnel des SS appliquait pendant la formation des gardiennes à Ravensbrück fonctionnait par pression sociale et sanctions négatives envers toute hésitation ou malaise face à la violence exercée sur les prisonnières. Les gardiennes qui, lors des exercices de formation, montraient de la réticence à appliquer des châtiments physiques ou qui exprimaient une forme d'empathie envers les détenus étaient moquées par leurs superviseurs et leurs collègues, et cette pression sociale suffisait dans la plupart des cas à provoquer l'adaptation comportementale dont le système avait besoin. Celles qui se montraient immédiatement prêtes à exécuter tout ordre de châtiment sans hésitation étaient signalées positivement devant le groupe comme exemple. Le système ne recrutait pas des sadiques. Il produisait la disposition à exercer la violence par un processus de normalisation graduelle soutenu. Pendant la période où Grese était affecté à Ravensbrück, le camp abritait entre 10 000 et 12 000 prisonnières venues de plusieurs pays européens. Pologne, France, Union soviétique, Pays-Bas, Belgique, Yougoslavie, Hongrie et autres territoires occupés ou alliés du Reich. Les raisons d'internement allaient de la résistance politique organisée à la simple appartenance aux catégories que le régime définissait comme ennemies, juives, roms, témoins de Jéhovah, femmes accusées de relations avec des personnes de race non allemande et prisonnières provenant des systèmes pénitentiaires des pays occupés. La mortalité dans le camp pendant cette période était due à des causes combinées, travail forcé dans des conditions de malnutrition sévère, maladies non traitées, exécutions appliquées comme sanction pour des violations du règlement interne et expériences médicales réalisées sur des prisonnières par du personnel médical des SS sans consentement ni anesthésie. Les gardiennes en formation à Ravensbrück n'étaient pas des observatrices passives de ce système. Elles participaient au recensement quotidien, au transfert des prisonnières vers les blocs de punition, à la supervision des détachements de travail extérieurs et aux inspections périodiques des baraquements, comme l'exigeait le règlement pour assurer le contrôle quotidien.
Début 1943, Grèze fut transféré à Auschwitz-Birkenau, en Pologne occupée, et affecté au secteur féminin du camp, connu en interne sous le nom de Lagerabschnitt B. C'était alors le plus grand centre d'extermination du système de camps du Reich. Sa structure comprenait 3 installations principales aux fonctions distinctes: le camp de base d'Auschwitz I, qui avait été le premier camp établi en juin 1940 dans les anciennes baraques de cavalerie polonaise d'Oswięcim, le camp d'extermination et de travail forcé de Birkenau, Auschwitz II, construit à partir d'octobre 1941 à 3 km du camp de base, qui était l'installation où se trouvaient les 4 grandes crématoires avec leurs chambres à gaz, et le camp de travail industriel de Monowitz, Auschwitz III, construit à proximité de l'usine de production de caoutchouc synthétique de Farben. Le secteur féminin de Birkenau avait été établi en mars 1942 par le transfert des prisonnières du bloc 10 du camp de base vers des baraques du secteur de Birkenau qui avaient auparavant hébergé des hommes provenant des camps de quarantaine. Lors de l'arrivée de Grèze, ce secteur abritait entre 20 000 et 28 000 femmes dans des baraques initialement conçues comme des étables pour chevaux, pouvant accueillir 400 têtes de bétail, mais utilisées par le camp pour loger 200 personnes. Les lits superposés à 3 niveaux, la boue permanente du sol en terre battue, l'absence d'installations sanitaires fonctionnelles et le rationnement de l'eau, systématiquement en dessous du minimum nécessaire pour la survie à long terme, définissaient les conditions dans lesquelles les prisonnières du secteur féminin de Birkenau vivaient et mouraient. Les fonctions de Grèze comprenaient la supervision des appels quotidiens, qui pouvaient durer plusieurs heures lorsque les recensements n'étaient pas corrects ou lorsque le commandement les utilisait comme sanction collective. Elle supervisait également les détachements de travail qui partaient du secteur féminin vers les installations industrielles environnantes, l'usine de Farben, les usines d'armement de la région, et participait au processus de sélection réalisé sur la rampe d'arrivée des transports ferroviaires. Les sélections sur la rampe d'Auschwitz-Birkenau étaient l'opération centrale du processus d'extermination que l'installation mettait en œuvre. Les trains arrivant, principalement des transports de déportation en provenance des ghettos et des points de concentration établis dans différents territoires, étaient conduits jusqu'à la rampe interne du camp à partir de mai 1944, lorsque les SS construisirent une extension du chemin de fer jusqu'à l'intérieur du périmètre de Birkenau afin d'accélérer le processus de réception et de classification des déportés. Le personnel des SS posté sur la rampe classait les nouveaux arrivants en 2 catégories par une inspection visuelle de quelques secondes. Ceux considérés aptes au travail, qui étaient enregistrés comme internes du camp avec un numéro tatoué sur le bras gauche, et ceux considérés inaptes, en pratique, tous les enfants, toutes les mères avec des enfants en bas âge, les personnes âgées, les malades visibles et tous ceux qui avaient simplement l'apparence incorrecte au moment de passer devant le médecin des SS, qui était immédiatement, sans aucun processus d'enregistrement, conduits vers les crématoires avec leurs chambres à gaz. La médecin hongroise Gisela Perl, gynécologue déportée en mai 1944 depuis le ghetto de Sighetu-Marmației avec sa famille, fut la seule survivante de sa famille immédiate et l'auteur du premier témoignage médical sur les conditions d'Auschwitz-Birkenau publié en anglais, intitulé « I was a doctor in Auschwitz ». Perl identifia Grèze dans sa déclaration devant le tribunal de Lunebourg comme l'une des gardiennes régulièrement présentes dans le secteur féminin durant la période des grands transports hongrois du printemps et de l'été 1944, lorsque les trains arrivaient si fréquemment que le système d'extermination fonctionnait à pleine capacité 24 heures sur 24. La docteure polonaise Adelaida Hautwal, psychiatre déportée de Strasbourg en janvier 1942 et survivante d'Auschwitz-Birkenau et Ravensbrück, la mentionna dans ses déclarations comme une gardienne habituelle dans la zone médicale du secteur féminin. Hautwal avait été l'une des rares prisonnières à refuser publiquement de participer aux expériences médicales sur les détenus devant le médecin des SS Joseph Mengele, et elle avait survécu à ce refus grâce à une combinaison de facteurs, y compris le respect professionnel que certains médecins du camp avaient pour ses connaissances en tant que psychiatre. Pendant cette période, Grèze eut une relation avec l'Unterscharführer Franz Wunsch, affecté en tant que responsable de la zone interne appelée Canada, l'espace où étaient stockés et classés les objets confisqués aux déportés à la rampe, vêtements, objets de valeur, photographies, prothèses, et tout ce que les personnes apportaient avec elles lorsque les trains ouvraient leurs portes.
En raison de sa position dans le Canada, Wunsch avait accès à des ressources matérielles et à certains marges de manœuvre à l'intérieur des restrictions du camp. La relation entre Grèze et Wunsch a été documentée dans les témoignages de plusieurs survivantes recueillis lors du procès intenté contre Wunsch en Autriche en 1972, des décennies après la fin de la guerre. Ce procès produisit un résultat documentaire inhabituel. Plusieurs survivantes juives comparurent devant le tribunal autrichien pour témoigner en faveur de Wunsch. Elles ne le faisaient pas parce qu'elles considéraient que sa conduite générale dans le camp avait été irréprochable, mais parce qu'il était intervenu pendant sa relation avec Grèze pour sauver la vie d'une déportée juive spécifique, Ella Hirsch, déportée depuis Bratislava, qu'il protégea d'une sélection à un moment donné, lorsque, sans son intervention, elle aurait été envoyée vers les chambres à gaz. Le tribunal autrichien acquitta Wunsch en première instance, bien que le procès ait suscité une controverse en raison des implications que le témoignage favorable des survivantes avait sur l'évaluation de la responsabilité du personnel des camps. Le cas de Ella Hirsch est, dans toute la documentation disponible sur Irma Grèze, le seul épisode où son existence est liée à la survie d'une personne plutôt qu'à son élimination ou à sa souffrance. Entre le printemps de 1943 et l'automne de 1944, période durant laquelle Grèze servit à Auschwitz-Birkenau, le camp élimina dans ses chambres à gaz environ 1 100 000 personnes. Ce chiffre a été établi par l'historien František Peiper de l'Institut de recherche d'Auschwitz sur la base de l'analyse des registres de transport allemands capturés à la fin de la guerre. Les listes des trains, les registres d'arrivée, les actes d'entrée au camp et les registres d'extermination que les SS tenaient de manière bureaucratique et méticuleuse, et fut adopté comme référence officielle par le musée mémorial d'Auschwitz après un processus de révision historique qui dura plusieurs années. 90% des personnes éliminées étaient juives, provenant principalement de Hongrie. 437 000 personnes déportées entre mai et juillet 1944, de Pologne, de France, des Pays-Bas, de Grèce, d'Italie et d'autres territoires. Les autres étaient des Polonais non-juifs, des Roms, des prisonniers de guerre soviétiques et des personnes d'autres catégories que le régime nazi avait définies comme cibles de l'extermination. Face à l'avancée de l'armée rouge vers le territoire polonais, le commandement des SS commença le processus d'évacuation des camps orientaux. La destruction des chambres à gaz commença en novembre 1944 sur ordre du Reichsführer SS Heinrich Himmler, dans le but d'éliminer les preuves physiques de l'extermination avant que le camp ne tombe entre les mains des soviétiques. Le commandement d'Auschwitz ordonna l'évacuation forcée d'environ 56 000 prisonniers qui se trouvaient encore dans le camp. Ces marches d'évacuation en plein hiver, avec des températures bien en dessous de zéro, sans vêtements suffisants et sans nourriture adéquate, causèrent des milliers de morts durant les jours de déplacement. Grèze ne participa pas aux marches d'évacuation. Elle fut transférée par transport organisé vers l'ouest dans les mêmes jours et arriva à Bergen-Belsen en mars 1945. Bergen-Belsen avait été établi en avril 1941 comme camp de détention pour les prisonniers de guerre soviétiques, puis transformé en camp pour les Juifs que le Reich pouvait utiliser comme monnaie d'échange dans de possibles négociations avec les Alliés, les fameux Juifs d'échange, qui théoriquement bénéficiaient de meilleures conditions d'internement que les prisonniers ordinaires dans l'attente d'être échangés contre des citoyens allemands ou des devises. À cette phase, le camp ne disposait ni de chambres à gaz, ni d'installations d'extermination systématique. La situation commença à changer radicalement à partir de décembre 1944, lorsque Bergen-Belsen fut désigné comme point de réception pour les évacués des camps orientaux. La première vague arriva d'Auschwitz et de ses sous-camps voisins. La deuxième vague, en mars et avril, arriva de Mittelbau-Dora, Neuengamme et d'autres camps du nord de l'Allemagne. Chaque vague ajoutait des milliers de personnes dans un état d'épuisement extrême à une installation dont l'infrastructure n'avait pas été étendue pour les accueillir. En janvier 1945, le camp abritait 22 000 internés. L'approvisionnement régulier en nourriture avait cessé de fonctionner car les routes d'approvisionnement étaient coupées par l'avancée alliée vers le nord de l'Allemagne. L'eau potable était insuffisante pour la population réelle du camp. Les installations sanitaires étaient complètement effondrées.
Une épidémie de typhus exanthématique, causée par l'entassement et la présence massive de poux dans des conditions où aucune hygiène minimale n'était possible, se propageait sans possibilité de contrôle. Il n'y avait pas de médicaments. Le personnel médical disponible était insuffisant pour traiter des milliers de malades simultanément. Les personnes mouraient à un rythme de plusieurs centaines par jour. Lorsque le 11e régiment blindé du 2e armée britannique arriva aux abords du camp, les soldats trouvèrent environ 13 000 corps non enterrés répartis dans toute l'installation, et entre 55 000 et 60 000 survivants dans divers états d'épuisement et de maladie. Il est estimé qu'entre janvier et avril 1945, environ 50 000 personnes moururent à Bergen-Belsen. Les prisonnières survivantes du secteur féminin identifièrent Grayse devant les soldats britanniques le jour même de la libération. Elle fut arrêtée sur le champ avec le reste du personnel des SS qui n'avaient pas quitté le camp avant l'arrivée des forces alliées. Certains avaient fui dans les jours précédents, mais une partie du personnel resta sur place jusqu'au dernier moment, en partie par impossibilité pratique de fuir, et en partie à cause des instructions de reddition ordonnées que le commandement local avait transmises pour éviter la destruction supplémentaire du camp lors du retrait. Pendant 2 ans, Irma Grayse vécut au sein de ce système, mais lorsqu'elle retourna chez elle en 1943, quelque chose se produisit que sa propre famille ne pouvait ignorer. Que vit la famille Grayse lorsque Irma revint d'Auschwitz? Au cours de l'été 1943, Irma Grayse reçut un permis de séjour de 7 à 14 jours et retourna à Wrechen. Elle arriva en uniforme des SS-Gefolge, le même qu'elle portait à Auschwitz-Birkenau pendant les appels et les sélections à la rampe. Dans un village de 175 habitants où Alfred exerçait en tant qu'Ortsgruppenleiter depuis 6 ans, la présence d'une fille en uniforme avec les insignes des SS n'était pas un fait privé. C'était une confirmation publique que le système que le père construisait localement produisait exactement ce résultat. Les voisins de Wrechen la connaissaient depuis son enfance. À un moment de la visite, Irma arracha la tête de la poupée de l'une de ses demi-sœurs. Cet acte n'était pas lié à un conflit préalable. C'était un acte exécuté avec la même indifférence avec laquelle le personnel des camps appliquait la discipline sur les prisonnières, transférées dans le contexte domestique sans aucun ajustement au cadre. Alfred prit le revolver réglementaire d'Irma et la frappa avec. Il ne fit aucune communication au parti ni au commandement. L'incident ne sortit pas du domicile familial. Irma continua son permis. Irma ne quitta pas Wrechen après le coup. Le retour au camp était lié à un ordre de réintégration à date fixe, dont le non-respect constituait une faute grave. Irma passa les jours restants à la maison avant son départ. Alfred la vit à la table du petit déjeuner, dans la cour de l'exploitation, dans les mêmes espaces quotidiens où les autres enfants du foyer se déplaçaient également. Hélène, qui raconta cela devant le tribunal de Lunebourg, affirma qu'Irma retourna à Auschwitz-Birkenau à la fin de son permis et servit dans le secteur féminin pendant les 16 mois suivants. Alfred avait passé 6 ans dans cette fonction et en même temps réagissait avec violence physique lorsque la matérialisation de ses principes apparaissait sous forme d'uniforme dans sa maison. Le système de courrier des SS pour leur personnel dans les camps permettait l'envoi de lettres privées soumises à une censure interne. Le règlement interdisait toute référence au contenu opérationnel des installations, aux prisonniers par nom, aux procédures de sélection ou à tout aspect de l'activité du camp qui pourrait compromettre la sécurité de l'opération. Les lettres qu'Irma envoyait à Hélène depuis Auschwitz-Birkenau entre 1943 et 1944 décrivaient les conditions quotidiennes. Le climat de la région, la qualité de la nourriture du personnel, des aspects du logement. La censure n'était pas seulement une restriction externe, c'était aussi le cadre qui permettait aux gardiennes d'écrire à leur famille sans que ces lettres ne construisent une image réelle de l'endroit où elles étaient et de ce qu'elles faisaient. Hélène reçut de la correspondance de sa sœur pendant plus de 2 ans, sans que l'une de ces lettres contienne un élément lui permettant d'inférer le fonctionnement du système auquel Irma appartenait. La lettre qu'Irma écrivit depuis Hamelin fut la première dans laquelle le contenu réel de sa situation apparut formulé directement. En janvier 1945, avec l'armée rouge avançant depuis l'Est à une vitesse que les communications officielles du régime sous-estimaient systématiquement, la famille Grayse quitta Wrechen dans le cadre de l'exode massif qui se dirigeait vers l'Ouest.
Entre 12 et 14 millions de civils allemands quittèrent ou furent expulsés des territoires orientaux entre janvier et mai 1945. Alfred Junior avait environ 18 ans à ce moment-là. Otto avait environ 16 ans. En septembre, le décret du Volkssturm avait établi la mobilisation de tous les hommes âgés de 16 à 60 ans. La Feldgendarmerie installa des contrôles sur les principales routes d'évacuation de Mecklembourg, avec pour instruction d'incorporer immédiatement les hommes en âge de servir, ne portant pas de documents d'exemption. Les hommes de la famille Grèze qui tentèrent de traverser vers l'ouest en janvier 1945 avaient exactement l'âge que ces contrôles recherchaient. Le Wehrkreis II, le district militaire responsable de Mecklembourg et de Poméranie, conserve des listes partielles du Volkssturm pour cette période. Hélène voyageait avec d'autres membres de la famille dans ces circonstances, lorsqu'à un moment donné, sur la route vers l'ouest, elle lut dans un journal que Irma avait été arrêtée à Bergen-Belsen. La nouvelle de la libération du camp et de l'arrestation du personnel des SS avait été couverte par la presse allemande dans les jours suivant le 15 avril. Pour Hélène, qui avait reçu des lettres de sa sœur pendant plus de 2 ans sans aucune information sur le contenu réel de son travail, ce fut la première indication de ce qu'Irma avait fait depuis 1942. La distance entre l'image que les lettres censurées avaient construite et ce que la presse décrivait était la même que celle que le système de communication des SS avait maintenue de manière délibérée pendant toute cette période. Cette distance était aussi celle que Hélène devrait traverser, sans soutien ni représentation, pour comparaître devant le tribunal. Pour un déplacement depuis la zone soviétique vers la zone d'occupation britannique à l'automne 1945, la procédure centrale était le Passierschein, le sauf-conduit délivré par les autorités d'occupation. Les autorités soviétiques qui délivraient ou refusaient ces permis avaient accès au registre du parti nazi des zones sous leur contrôle. L'avocat de la défense assigné à Grèze par le tribunal était le major Leonard Sidney Wilfred Cranfield. Son plaidoirie finale reposait sur 3 arguments: l'âge de Grèze au moment de son incorporation dans le système, 18 ans, l'absence de preuves documentaires qu'elle ait participé directement à une sélection avant son transfert à Bergen-Belsen, et la déclaration d'Hélène comme élément de contexte biographique. La déclaration d'Hélène était le seul des 3 qui apportait des informations non disponibles dans aucune autre source du procès, mais son poids par rapport à l'ensemble des preuves accumulées fut insuffisant pour modifier l'évaluation du tribunal. Hélène ne réfuta aucun des témoignages des survivants. Elle tenta de situer la personne qui avait commis ces actes dans une histoire antérieure au camp. Le tribunal l'écouta, l'intégra dans les procès-verbaux, mais ne modifia pas son évaluation. Le processus de révision des condamnations à mort que le commandement militaire britannique réalisa entre le 17 novembre et le 13 décembre 1945 évalua les 11 sentences capitales prononcées par le tribunal. Le critère appliqué pour la commutation fut l'existence de preuves de contrainte directe sur l'accusé pendant l'exercice de ses fonctions. 2 condamnations furent commuées. Grèze ne présenta pas de demande de clémence. Les mêmes registres documentent qu'elle ne sollicita pas d'assistance pastorale ni de soins médicaux durant les semaines entre la condamnation et l'exécution, contrairement à plusieurs des autres 8 condamnés. Pendant ce temps, Alfred Grèze se trouvait dans le territoire qui, selon la conférence de Potsdam, tenue du 17 juillet au 2 août 1945, fut assigné à la zone d'occupation soviétique. Wreschen se trouvait en Mecklembourg, qui devint partie de la Sowjetische Besatzungszone. Dans la zone occidentale, les Ortsgruppenleiter étaient obligés de comparaître devant les tribunaux de dénazification, les Sprüchkammerverfahren, qui classèrent les Allemands en 5 catégories selon leur degré d'engagement envers le régime, du Hauptschuldiger, le principal coupable, à l'Entlasteter, l'exonéré. Alfred se trouvait dans la zone soviétique où ce processus judiciaire n'existait pas. La directive soviétique ne prévoyait pas de procédure de classification individualisée. Les détenus, dans les cas les plus graves, étaient transférés dans les Spezialager de la zone. L'absence de dossier judiciaire était une conséquence structurelle de la procédure elle-même. Hélène fut la seule voix familiale à entrer dans les archives officielles de cette période. Le père n'eut jamais à comparaître devant aucun tribunal. Aucun système judiciaire des 4 zones n'a enregistré sa version des faits concernant sa fille. Après la guerre, Irma Grèze fut exécutée, et sa famille disparut des archives comme si elle n'avait jamais existé.
Que se passa avec la famille d'Irma Grese après son exécution? Alfred Grese figurait dans les registres alliés depuis l'été 1945, répertorié parmi les anciens fonctionnaires du Parti national-socialiste ayant occupé des postes de direction territoriale, recherchés pour être jugés. Irma figurait également dans ce même système depuis son arrestation à Bergen-Belsen. Hélène, Alfred Jr., Otto et Hildegard ne figuraient pas dans ces registres. Aucun système judiciaire allié ne les poursuivait. D'un point de vue strictement légal, les 4 enfants survivants pouvaient reconstruire leur vie sous le même nom de famille. Ils choisirent de ne pas le faire. Pour Alfred, la situation était différente. Les Spezialager soviétiques, 10 installations dans la zone orientale d'occupation, dont Buchenwald et Sachsenhausen, réutilisées sans modification substantielle 6 à 8 mois après avoir été vidées des prisonniers du régime nazi, absorbèrent environ 122 000 Allemands classés comme responsables du régime entre la fin de la guerre et le début des années 50. Entre 43 000 et 47 000 d'entre eux moururent là-bas, principalement de malnutrition et de tuberculose. Les Spezialager n'appliquaient pas un système d'extermination actif. Ils produisaient de la mortalité par des conditions que l'État soviétique ne considérait pas comme une priorité à corriger pour cette population. Lorsqu'une personne mourait à l'intérieur, la famille ne recevait aucune communication. La disparition d'un détenu dans ce système était, pour ceux qui le recherchèrent de l'extérieur, indiscernable de toute autre forme de silence administratif. Dans la zone occidentale, le processus fut différent dans sa forme, mais presque identique dans son résultat pour ceux qui y passèrent. Les tribunaux de dénazification établis par les puissances alliées jugèrent plus de 3 millions d'Allemands entre la fin de la guerre et le début des années 50. Le système classait les comparants en 5 catégories selon leur degré d'engagement envers le régime, du principal coupable au exonéré, en passant par impliqué, suiveur mineur et suiveur passif. Un Ortsgruppenleiter ayant exercé ses fonctions pendant 8 ans aurait été classé comme impliqué dans le meilleur des cas. Cette classification entraînait une inhabilité temporaire pour les fonctions publiques, une restriction de certains emplois et une amende dont le montant dépendait du patrimoine du condamné. En pratique, 94% des plus de 3 millions d'Allemands jugés reçurent la catégorie de suiveurs passifs ou furent exonérés. Les tribunaux étaient saturés, les témoins difficiles à rassembler, et la procédure produisait régulièrement ce que les Allemands appelaient familièrement des certificats de blanchiment, des documents qui effacèrent l'histoire récente du comparant. Beaucoup des impliqués présentaient des déclarations signées par des voisins et connaissances attestant de leur bonne conduite durant le régime. Ces témoins étaient fréquemment des personnes dont les propres dossiers dépendaient de la réciprocité. Le résultat fut un processus de purification qui généra des archives et des dossiers pour des millions d'Allemands, mais qui n'altéra pas de manière significative la position sociale de la majorité de ceux qui avaient soutenu le régime dans ses niveaux moyens et inférieurs. Alfred aurait suivi ce processus s'il était resté dans la zone occidentale. Il aurait comparu, reçu une classification et figuré dans les archives avec nom, date et catégorie. Cela ne se produisit pas. Alfred resta dans la zone soviétique où ce processus n'existait pas et disparut des registres sans laisser de traces. Alfred ne figure pas dans les archives de dénazification du Bundesarchiv, ni dans les registres municipaux de Wreschen après la guerre. Aucun certificat de décès n'existe à son nom. L'homme qui avait organisé la structure politique de Wreschen pendant 8 ans se dissout à l'automne 1945. Il a pu mourir dans les premiers jours de l'occupation soviétique. Il a pu être arrêté et mourir dans un Spezialager sans enregistrement. Hélène sortit de la salle d'audience de Lunebourg en novembre 1945 et entra dans le même silence. Elle avait été la seule voix de la famille à parler dans un contexte formel. Elle avait voyagé seule, franchissant des contrôles d'occupation avec un nom que tous les journaux européens associaient au procès le plus couvert par la presse ce mois-là. La loi d'amnistie promulguée par la République fédérale en 1949 exemptait de responsabilité pénale les Allemands ayant commis des délits mineurs sous le régime. Hélène n'avait aucune charge à son encontre. Légalement, elle pouvait utiliser son nom sans conséquences judiciaires. Mais la loi ne régulait pas ce qui se passait lorsqu'un voisin reconnaissait ce nom dans la liste des locataires ou lorsqu'un employeur le lisait sur une demande d'emploi.
Le surnom avec lequel tous les médias internationaux identifiaient Irma Grese circula pendant des décennies dans les livres, les documentaires et toutes les références au procès de Lunebourg. Porter ce nom dans n'importe quelle communauté germanophone ou anglophone après novembre 1945 signifiait porter cette association de manière permanente. Sa disparition des registres ne fut pas une fuite désordonnée. Ce fut une décision prise pendant des années, exécutée avec la même complétude avec laquelle les autres membres de la famille disparurent. La société allemande des années 50 construisit activement le consensus de ne pas poser de questions. La pression politique pour tracer une ligne de clôture sur la période nazie, pour déclarer que le passé avait été traité, classé et archivé, et qu'il était temps de passer à autre chose, était l'atmosphère dominante dans la zone occidentale. Cet élan n'était pas seulement politique. C'était la condition pratique qui permettait aux voisins qui s'étaient dénoncés mutuellement sous le régime de cohabiter à nouveau, que des anciens fonctionnaires du parti travaillent aux côtés de personnes ayant souffert de leurs décisions et que des communautés rurales comme Vrechen reconstituent une vie quotidienne sur la base d'un accord tacite de silence collectif. Dans ce contexte, la visibilité d'une famille portant ce nom était une perturbation de cet accord. Hélène ne disparut pas uniquement par décision personnelle, elle disparut aussi parce que l'environnement dans lequel elle aurait dû s'intégrer avait un intérêt actif à ne pas la reconnaître. En République démocratique allemande, la dynamique était différente, mais le résultat pour les enfants d'Alfred était identique. L'État construisit sa légitimité politique sur le récit d'avoir extirpé le fascisme des racines et de représenter l'Allemagne qui avait rompu avec le passé nazi. Ce récit avait une fonction politique, celle de se différencier de la République fédérale, que l'État oriental accusait systématiquement d'avoir réintégré les anciens nazis dans ses structures de pouvoir. Les anciens membres du Parti national-socialiste qui survécurent dans la zone orientale sans être arrêtés dans les premières années de l'occupation soviétique se retrouvèrent dans une situation de silence administratif mutuel. L'État ne poursuivait pas ceux qui n'avaient pas été identifiés lors des premiers processus de purification et qui se comportaient comme des citoyens loyaux à la nouvelle ordre, et ces personnes ne faisaient rien pour attirer l'attention sur leur passé. Le résultat fut que la République démocratique allemande, qui proclamait avoir éliminé le nazisme, abrita pendant des décennies des milliers d'anciens fonctionnaires du parti qui avaient changé d'identité fonctionnelle sans aucun procès judiciaire. Pour les enfants d'Alfred qui auraient pu rester dans la zone orientale, c'était le cadre dans lequel ils ont grandi. Un État qui affirmait avoir résolu le problème et qui, pour cette même raison, ne possédait aucun mécanisme pour qu'un enfant portant ce nom puisse confronter ce que cela signifiait. Alfred Junior et Otto prirent la même décision que Hélène, ou quelqu'un l'a pris pour eux durant les années où ils étaient trop jeunes pour la prendre seuls. Hildegarde avait moins de 6 ans à la fin de la guerre. Les 4 enfants du deuxième mariage d'Alfred disparurent avec la même complétude. Le bureau central de la recherche sur les crimes nazis établi à Ludwigsburg à la fin des années 50 recevait également des demandes de membres de la famille cherchant des informations sur des proches disparus dans les Spezialager soviétiques. Ces archives ne contiennent aucune demande sous le nom de famille Grese. Personne ne chercha Alfred par ce biais. L'absence de recherche est aussi significative que l'absence d'archives. Un père disparu sans qu'aucun de ses enfants ne le cherche par les canaux disponibles pendant des décennies est, dans la documentation de cette période, une figure que ses propres descendants ont décidé de ne pas récupérer. Des décennies après la fin de la guerre, certains enfants adultes de personnel des camps commencèrent à parler publiquement de leur famille. Niklas Frank, fils du gouverneur général de la Pologne occupée exécuté à Nuremberg, publia un mémoire dans lequel il décrivait sa confrontation avec la figure paternelle et l'incapacité de sa famille à avoir traité ce que cet homme avait fait. Monika Hertwig, fille du commandant du camp de Płachow, décrivit dans des interviews avoir grandi sans connaître l'ampleur des crimes de son père et le moment où cette information arriva de l'extérieur, par l'histoire publique et non par la famille. Rainer Höss, petit-fils du commandant d'Auschwitz, parla publiquement du silence qui l'entourait durant son enfance et son adolescence. Dans tous ces cas, le schéma était le même. L'information sur ce que les pères et grands-pères avaient fait ne venait pas de la famille, mais des archives, des livres d'histoire, des procès. La famille avait construit un mur de silence que les enfants mirent des décennies à traverser. Les frères et sœurs d'Irma Grese ne laissèrent aucun témoignage équivalent.
La prison de Hamelin fut soumise à des travaux de reconversion en 1976. Pendant les travaux, les enterrements des exécutés dans l'enceinte furent identifiés. Les restes des 9 exécutés, le 13 décembre 1945, furent réinhumés dans un endroit non public au sein du même site. Aucun membre de la famille Grez ne reçut de communication. C'est le dernier moment documenté où les restes d'Irma Grez eurent une existence vérifiable dans les archives. Les familles d'Elisabeth Volkenrath, de Dorothea Binz et d'Irene Haschke suivirent le même processus avec la même régularité. Les parents, frères et sœurs, et conjoints de ces femmes disparurent des registres dans les mois qui suivirent les exécutions. C'était le résultat prévisible d'une combinaison de facteurs: non publiquement contaminés, consensus social de silence dans les 2 zones d'occupation, incitation active à l'invisibilité et absence de tout mécanisme qui les obligeait à rester visibles. Le système des camps employait environ 3500 gardiennes. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus d'histoires et être au courant des curiosités de la Seconde Guerre mondiale.